On va enchaîner avec la première partie, le petit face-à-face entre Alain et coach Larage, avec le petit jingle. Et oui, coach Larage, qui es-tu? Eh oui, qui es-tu? C'est Alain qui va commencer sa chronique. Coach Larage, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de GFM La Radio. Merci de l'invitation. Je t'en prie. Je vais faire 2-3 petits mots et après je vais te poser quelques questions. Donc, coach Larage alias Mohamed Larage. Exactement. On est bien d'accord, hein, coach de foot depuis 96. Non, on va dire. Coach de foot depuis 2008. 2008 2007, 2008. D'accord, enfin moi j'avais youtubeur, bon ça on le sait, tu vas nous l'expliquer. Hein. Bien sûr. Tu es né le 30 juillet 1981. 81. Donc ça là-dessus il n'y a pas de souci. L'année de Mitterrand. N'est-ce pas? Bien vu. Bien vu. Et ton parcours de foot, il n'a pas l'air plus extraordinaire que ça. Hein. Classique sur les terrains, donc on ne va pas en parler. Hein. Je vais juste te poser la première question. C'est tu vas te présenter avec tes choix, tes équipes préférées et nous expliquer surtout comment tu es devenu coach Larage. Quoi. À toi. Pas de problème. Alors, la première question. Comment es-tu devenu coach Larage? Alors, comment je suis devenu coach Larage? En fait, j'ai eu un parcours assez classique, comme à peu près tout le monde, je pense, hein, footballistique. J'ai commencé en 1991 le football. J'ai commencé par ce qu'on appelait, je ne sais pas si ça existe encore, pupille à 7. Ah oui, ça doit exister encore, je pense. Je ne sais pas si ça existe. Bon, maintenant, c'est débutant et tout ça, mais oui, à l'époque, c'était pupille à 7. Ouais. Donc, c'était les joueurs qui ne pouvaient pas encore jouer à 11. C'était avant les débutants, peut-être. En fait, c'était après les poussins. C'est ça. Et avant le pupille à 11 joueurs. Entre Benjamin et Poussin peut-être. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que comme il y avait beaucoup de poussins, on faisait un peu, tous ceux qui montaient, on faisait une équipe à 11 et une équipe à 7. Ouais. Et en fait, j'ai eu un parcours, en fait, j'étais gardien de but. Et en fait, j'ai fait tout mon parcours en fait, dans mon club de cœur qui est Noisiel dans 77. Et j'ai fait ça, enfin j'ai été gardien de 91 jusqu'à 2008. Après, entre 2008 et 2009, j'étais entraîneur-joueur. Jusqu'à 2012, enfin l'année d'après j'étais entraîneur, jusqu'à 2012 à Noisiel. Puis après, je suis parti, j'ai été transféré en tant qu'entraîneur à Saint-Thibault. Et j'ai fait une année. Quelle division? Division, c'était Excellence. Puis après, j'ai fait seulement qu'un an. Voilà, on n'est pas monté, donc les objectifs n'ont pas été atteints. Donc voilà, on m'a dit c'est par ici la sortie. Donc puis après je suis parti l'année après, je suis parti à Ponto Combo et ça a été une année un peu catastrophique. Donc d'accord. Pas mentir, c'était mon premier échec en tant qu'entraîneur et on est descendu. Donc voilà, et après je suis pendant 4 ans, j'ai pas entraîné. Je suis revenu cette année dans mon club de cœur à Noisiel en CDM en tant qu'entraîneur. Puis après, pour différentes raisons, j'ai quitté le club, hein, pour différentes raisons internes. Donc voilà, et coach Larage, on va dire qu'il a été créé, on va dire, en tant qu'entraîneur sur le terrain, mais aussi, je pense que vous tous, vous avez eu affaire à un jeu qui s'appelle l'entraîneur. Ça s'appelait l'entraîneur à l'époque, mais ça a commencé vraiment avec le jeu Football Manager sur c'est ça, tout à fait. Exact. Et j'ai commencé en fait, enfin j'ai eu cette fibre du coaching à partir vraiment de ce jeu-là en fait. Tu t'es passionné pour le coach tactique, les analyses et tout ça. Ouais. Exactement, c'était la saison 98-99. C'est là où en fait dans le jeu il y avait un certain Zlatan Ibrahimovic. Moi j'ai découvert dans le jeu. Hein. Ouais. Donc démarré, avec les Emile Esquet et tout ça, et en fait j'ai vu que ce jeu-là c'était vraiment un truc de fou. Et puis en fait cette passion du coaching, je l'ai gardée. Oui, parce que ta philosophie du jeu, c'est un peu les années 90 avec Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi, qui a été une référence pour moi, c'est avec le grand Milan des années 90. Excellent. Hein, marquage en zone, tout ça, avec, voilà, donc, avec les Baresi, Costa Curta, Maldini. On voit déjà qu'il y avait quelque chose, ouais. de formidable. Hein. Ouais. Ton rêve
Alors je vais te laisser nous l'expliquer en sachant si c'est ça ou pas. Je vais te donner une petite aperçu. Et elle a créé une académie du foot. Exactement. On est bien d'accord ? Exactement. Mon rêve, Je te laisse dire où, hein. c'est de créer une académie de foot en Algérie. Voilà. Puisqu'en fait, il y a déjà une académie qui est là-bas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'AC Paradou. C'est Jean-Marc Guillou. Jean-Marc Guillou qui a créé une académie. Ouais. Il en a une en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il en a une en Côte d'Ivoire. Alors, Il y en a une en Côte d'Ivoire et une en Algérie. Il en a une au Mali, une en Algérie. Je sais pas s'il est au Sénégal. En fait, il est un peu partout en Afrique. Et je crois même qu'il en a fait une en Asie, je suis pas sûr. Dans les plus gros pays de foot africains. Voilà. Oui, bah, comme Clermont-Mer a marché, bah, il a. Et en Algérie, il y a, et vous allez voir à chaque coin de rue, il y a d'énormes talents. Ah oui, j'imagine. Ouais. C'est comme on dit, des Zidane, il y en a partout. Ouais. Sauf que voilà, il n'y a pas les structures, il n'y a pas. Et Jean-Marc Guillou, ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a mis un centre de formation et aujourd'hui, grâce à Jean-Marc Guillou, il y a trois joueurs qui ont émergé dans le championnat français. Attal de Nice, Ben Sebaini qui était à Rennes, maintenant qu'il est à Mönchengladbach, et qui marche bien. Le jeune Boudaoui qui est arrivé à Nice cette année, qui est vraiment un crack. Donc pourquoi pas faire comme Jean-Marc Guillou. Bah écoute, on te le souhaite. Ouais, on te le souhaite. Moi je te le souhaite. C'est une bonne Essaye d'aller au bout de ton initiative. projet, ça serait une bonne chose. Tes clubs préférés ? Le Paris Saint-Germain, bien sûr. Je sais, monsieur le régisseur ne va pas être content. Pourquoi, bien sûr. Alors, le Paris Saint-Germain, ça a été une histoire. En fait, comme tout garçon ado début années 90, on a tous été pour Marseille à l'époque. J'ai noté ton match et référence. Je connais. J'ai bien informé. Très très bon journaliste. Hein. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous été, surtout nous les ados, début années 90, on était tous pour l'OM. Papin, Waddle, tout ça, Mehdi Pelé. Puis après, il y avait le Paris Saint-Germain version Canal+, qui avait mis les gros moyens à cette époque-là. Ils avaient recruté Bernard Lama, Georges Weah, Valdo, Ricardo, Rai un an après, Ginola et Alain Laroche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le club de Noisienne nous avait payé des places pour aller à un match au Parc des Princes. Un certain Paris Saint-Germain Auxerre de novembre 92, je m'en souviens. Et je suis rentré dans ce Parc des Princes, mais j'ai halluciné. J'ai vu le public Auteuil avec les fumigènes, le bruit. C'était en fait, j'en ai pas dormi de la nuit quoi. C'est à ce moment-là. C'est une découverte. C'était vraiment une découverte. Mais à ce moment-là, ça avait un petit peu basculé pour Paris, mais j'étais toujours quand même un petit peu pour l'OM. Donc. Oui, c'était encore la période où l'OM dominait Paris. Exactement. Et en fait, il y a eu ce fameux match de décembre 92 entre Paris Saint-Germain et l'OM où c'était une boucherie. Ouais. C'était avec Dimeco notamment. On est bien et c'est à ce moment-là que j'ai basculé pour le Paris Saint-Germain. J'étais encore un peu pour ceux qui se faisaient ressentir. C'était les deux équipes quand même. Hein. C'était les deux équipes c'était pas mal. Il a quand même bon goût parce que son match préféré était PSG Real de 1993. Le fameux PSG Real de 1993, c'était le score final. C'était 4-1. Au retour, 4-1, ouais. Au retour, il y avait 3-1 au match aller, avec un pénalty à la dernière minute de Boutragno ou de Zamorano, je ne me rappelle plus. Non, de Mitchell. Et le match retour, je ne sais pas ce qui s'était passé dans ces 15 jours, mais j'étais persuadé que le Paris Saint-Germain allait se qualifier. Les médias ont un petit peu joué là-dedans. Bien sûr. Et en fait, ce jour-là, ce match-là, ça a été le plus grand match que j'ai vu. Pourtant, on a eu des matchs. Hein. Mais celui de 93 PSG. Au bout de 10 minutes de jeu, on savait que le Paris Saint-Germain allait faire quelque chose. Mais c'était surtout l'intensité. Je l'ai revu ce match-là en entier. Et l'intensité, c'était waouh. C'était un autre football. Mais maintenant, on va parler de l'autre. Ta plus grosse déception avec le Paris Saint-Germain ? Aïe, aïe, aïe. Elle est pas vieille. Hein. C'est une toute récente. Le club en lui-même. Le fameux match Manchester-Paris Saint-Germain de 2019 m'a fait très très mal. Je pensais à un autre. Moi aussi, je pensais plus la remontada m'a fait mal, mais à la limite, on dit Barcelone, c'est à domicile, l'arbitrage. Barcelone, ils ont eu quand même une réputation, mais le fameux match Manchester-Paris Saint-Germain, mais j'arrive toujours pas à l'expliquer comment on a fait pour perdre ce match-là. Ce match-là,
Je dis pas que j'allais faire une dépression, quand même pas, mais j'ai pas dormi de la nuit. Il y a beaucoup de Parisiens de supporters parisiens qui l'ont très mal vécu ce match. Alors, des collègues à moi. Tous les Parisiens l'ont mal vécu. Voilà, Je pense que tous les qui ont été même traumatisés Moi, pour je suis pas certains. supporter de Paris Saint-Germain, mais je l'ai vécu comme. C'était une tragédie. Ah oui, c'était vraiment on a une tragédie, perdu ça. tout seul le match, quoi. C'est ce penalty qui arrive là, Doun Sezou. Une faillite mentale, quoi, encore une fois. Mais on voit qu'après ce penalty, Paris se réveille, mais c'est trop tard. Quoi. C'est déjà trop tard. Mais c'est là où on dit qu'en fait, Paris n'est pas un grand club. C'est une grande équipe, mais c'est pas un grand club. Parce que je sais pas si vous avez vu sur ce fameux match PSG-Manchester, quand il y avait la VAR, qu'est-ce qui s'est passé? Thiago Silva, il a baissé la tête, il savait qu'il allait avoir un penalty, alors que normalement, un mec comme Ramos va voir l'arbitre, essayer de l'influencer. Il n'y a pas penalty, c'est là la différence encore. Et en fait, on a acquiescé, on a validé ce penalty. Et franchement, ce penalty à la dernière minute, voilà. C'était la peur déjà de s'en prendre un but au dernier moment Exactement. Et que la tristesse de la remontada face au Barça ressurgisse. n'était pas effacée surtout. Non, mais c'était plus flagrant là, je veux dire. Oui, là, c'était dans les têtes. Comme encore. tu disais, Barcelone là-bas, chez eux, bon. Voilà. Là, c'était encore pire là, match aller contre une équipe moins forte, c'était encore pire. Ouais. Équipe 3 même, une équipe C. 3, on peut dire, quelques joueurs préférés quand même. Alors, là, les anciens vont comprendre. J'ai mon joueur préféré qui est toujours mon préféré, Roberto Baggio, Ballon d'Or 1993. Tout à fait, ouais. C'était la classe. C'était un faux Très très bon choix. Sauf la coupe de cheveux. Ah oui, j'avoue, je valide pas la coupe de cheveux. Ça y est, William. Le cheval, c'est vrai qu'il était très atypique au niveau de sa coupe de cheveux. Pas beaucoup comme lui. Il y en avait qu'un seul. Au niveau de sa coupe. Et c'est vrai que Roberto Baggio, j'ai découvert, enfin j'avais des vagues souvenirs de la Coupe du Monde 90 parce que j'avais quand même 8 ans et demi, 9 ans. J'entendais son nom, mais moi j'entendais souvent Maradona. Mais en fait, quand je l'ai revu en 1993, quand il a mis ce fameux coup franc à Bernard Lama, je me disais, ce joueur, il est exceptionnel. Et donc, Ballon d'Or 93, je me suis intéressé à lui. Et après aussi, la Coupe du Monde 94. Et après, voilà, j'ai suivi toute sa carrière jusqu'à 2004. Alors, j'ai noté qu'à ton poste, parce que tu es gardien de but, que ton gardien préféré était Buffon. En fait, c'est pas Buffon mon gardien préféré. En fait, Buffon, pour moi, c'est le meilleur gardien de tous les temps. Mais mon gardien préféré de référence, c'était Bernard Lama. D'accord. Quand j'allais au parc, j'allais aussi surtout pour Bernard Lama. Ok. Bon, écoute, pendant 85 minutes, je regardais Bernard Lama et les 5 minutes restantes, c'était pour voir les actions. Au niveau défenseur, je suis d'accord avec toi. Paolo Maldini. N'est-ce pas? Paolo Maldini. C'est super ce soir. N'est-ce pas? Paolo Maldini. J'aurais pu dire Baresi, mais Paolo Maldini, voilà, c'est plus notre génération. Milieu de terrain, je pense que tout le monde va être d'accord avec lui. Hein. Zinedine Zidane, bien sûr. Je pense que c'est d'accord. Je pense un joueur qui s'est bien présenté. L'attaquant, alors je pense que tu sais d'avance, Ronaldo il phénoménal. On était sûr, les années 90, c'était un peu. Il y avait en fait, Ronaldo, c'était comme si vous mettez Messi et Cristiano Ronaldo fusionnés en même temps, mais d'un point de vue starification. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était Ronaldo, quand on parlait de lui, on n'avait jamais vu ça de notre vie. Il a révolutionné le football. Il a révolutionné le football et même l'attaquant même. L'attaquant, je veux dire, le poste d'attaquant. Et il y a eu deux Ronaldo. Il y a eu Ronaldo avant sa blessure et Ronaldo après sa blessure. Et les deux étaient très performants. Imaginez la carrière qu'il aurait eu s'il n'avait pas eu ces graves blessures. La fête, le carnaval. Il aurait eu 5 ballons d'or ou 6 peut-être aussi. Facilement. C'était un phénomène. Heureusement, il n'a pas été bon en 98 pour nous. Il était même plus ou moins malade ou blessé. Donc c'est vrai qu'il n'était pas... C'est la seule fois où je le pardonne. Et tu as deux joueurs que tu aimes bien au niveau charisme. C'est Zlatan Ibrahimovic et celui que tu parlais tout à l'heure, Eric Cantona. D'un point de vue charisme, on n'a jamais vu des joueurs pareils. Avec un aussi gros caractère et une image aussi forte. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Très forte. Moi j'avais lu un article sur SoFoot à l'époque où le très célèbre Roy Keane a dit à la Sky que sur le terrain il avait peur de personne parce qu'il avait souvent des confrontations avec Patrick Vieira. Oui, c'est vrai. Si les Arsenal Manchester étaient exactement. Et en fait, il avait dit quoi? Il avait dit j'avais peur de personne sauf d'une personne, Eric Cantona.
C'est-à-dire, c'est dire le charisme qu'il avait et franchement même, c'est un joueur qui avait trop la classe. Hein, donc on va pas remettre les couvercles sur Aimé Jacquet, mais bon, je vais pas lui en vouloir. Il aurait dû le choisir. Ouais. Ouais, mais c'est dingue. Ouais, tout à fait. Ma dernière question. Voilà, il a été champion du monde, donc du coup, bah. Ouais, Voilà. on peut plus pas parler. lui donner- Les résultats lui ont donné raison, quoi. Voilà. Et Exactement. ma dernière question, on va dire, que deviens-tu maintenant alors Alors, Tes projets? Alors mes projets, en fait, je me suis lancé sur la plateforme YouTube. Alors sur YouTube, si vous avez vu ce que je fais, c'est que je présente des nouveaux joueurs en devenir, que ce soit partout dans le monde. Oui, j'ai vu. On va dire que grâce à un logiciel qui s'appelle Wisecout, je peux en fait repérer certains joueurs de réputation. Je vais même dans les journaux locaux. Par exemple, il y a un joueur qui s'appelle Eric Sorga, meilleur buteur d'Estonie. Et j'ai vu qu'en fait le joueur était très prolifique et j'ai présenté ce joueur-là sur ma chaîne et j'ai eu beaucoup de vues en Estonie. C'est-à-dire qu'en gros, J'ai vu. Donc, T'as participé à sa popularité. Exactement. Il a lancé un truc de fou là. Et il m'a remercié sur Instagram. Il m'a remercié sur Instagram en anglais. Et je vois qu'en fait il est contacté par des clubs en Hollande, en Angleterre, en D2, tout ça. Ouais. Et il a eu sa première sélection en Estonie. Et franchement, ça m'a fait super plaisir. Et en fait, ce que je fais sur YouTube, c'est de présenter les joueurs qui arrivent en fait entre 15 et 20 ans. Je vais jamais au-delà de 20 ans parce qu'à 20 ans, il y en a qui commencent à les connaître. Ouais, c'est vrai. Donc quand je fais des joueurs qui se font connaître dans le monde des médias, faut que vraiment le mec ça soit un crack. Ouais. Faut vraiment que ça soit un crack. Et je balance la vidéo et en fait les gens ils donnent leur avis et après on voit son évolution. Je fais beaucoup de stories. Ça c'est un truc qui me passionne vraiment parce que en fait comme je suis fan de lecture, hein, enfin toute forme de lecture, hein, que ça peut aller d'un roman comme de la géopolitique ou du développement personnel. Et donc je voulais allier géopolitique, histoire et football. Et je me suis lancé dans une première story qui a fait un petit buzz sur le net. Le titre c'est Boban a-t-il déclenché la guerre de Yougoslavie? Ouais, carrément. Et je sais pas si Tu vois que Il a changé de sélection. Exactement. ça Et en fait c'est parti d'un match. C'est parti d'un match pour vous faire de la petite story en vitesse. D'un match Étoile Rouge de Belgrade contre Dynamo de Zagreb. Et en fait, ce match-là a été le déclencheur de la guerre de Yougoslavie le lendemain. Ah oui. Et les Serbes ont accusé Boban d'être ce déclencheur-là. Ouais. Et moi, en fait, je voulais éclaircir cette histoire-là d'un point de vue story. Et ça a fait un mini buzz. Bon, c'est vrai que la communauté yougoslave, entre guillemets, il y en a qui m'ont félicité de cette vidéo, d'autres pas du tout, et d'autres qui m'ont dit tu connais rien de la Yougoslavie. C'est toujours comme ça, tu ça, fais jamais c'est toujours comme l'unanimité. ça. Ouais, Ouais, c'est toujours le comme ça. principal, c'est de lancer le truc. hein. Exactement. Ça fait parler. Ouais. Bah oui. Et ça fait un petit buzz, donc j'ai continué là-dedans. Et juste derrière, j'ai fait une petite story aussi sur la rivalité entre le Guatemala et l'Honduras, qui a déclenché une guerre derrière à cause de ce match-là. C'était pour la Coupe du Monde 1970. Puis après, je voulais en savoir plus sur la rivalité entre l'Angleterre et l'Argentine. Pourquoi la guerre des Malouines, tout ça. En fait, il fallait revenir 200 ans en arrière. Et je me suis intéressé aussi à la rivalité entre l'Algérie et l'Égypte. Et dernièrement, j'ai fait une story, je vous en ai parlé tout à l'heure, sur la fameuse équipe de Wimbledon 1988. J'ai vraiment pris du plaisir à faire cette vidéo-là. Parce que en fait, en faisant cette vidéo-là, j'ai pas arrêté de rigoler en fait. Tellement c'était des détraqués. Donc j'ai vraiment pris du plaisir. Il y avait des Dimeco et des Domenech. C'était les 11 qui étaient des Dimeco. Il y a de quoi faire. Là, Il y avait vraiment de quoi faire. Et puis voilà, donc des stories et des fois je fais des petites vidéos comme ça par-ci par-là pour donner mon avis sur par exemple Ballon d'Or Messi ou bien la non-sélection de Benzema, pourquoi. Sur l'actualité, quoi, du football. L'actualité, mais on va dire que c'est pas mon fil rouge. Moi, je préfère les stories et la découverte des jeux de talent. Et aussi, je voudrais vous dire aussi, si j'oublie pas, que je fais partie, enfin, il y a des personnes m'ont contacté
pour me sponsoriser. Mais en fait, maintenant, je fais partie intégrante d'une plateforme qui s'appelle Youth Nation. Alors Youth Nation, je vous explique, c'est une plateforme de CV digital de joueurs de foot en fait. En fait, c'est le amateur ou pro peut mettre son CV à l'intérieur, c'est-à-dire les clubs qu'il a joué, où est-ce qu'il a joué, et en fait, il peut mettre aussi ses réseaux sociaux et ses vidéos. Et en fait, c'est une plateforme où en fait, pour les joueurs, ça leur permet aussi d'avoir une visibilité envers les médias, envers les sponsors, envers les agents et envers les clubs. Et c'est un nouveau concept et franchement ça marche super bien, c'est exponentiel. C'est the place to be, c'est histoire d'être. C'est un espèce de, comme disait Alain tout à l'heure, un espèce de LinkedIn, du. C'est ça. J'allais dire LinkedIn. Donc à tous les joueurs de foot qui nous regardent et même les agents ou les médias ou les entraîneurs, venez sur youthnation.com. Youth Nation, alors Youth Nation ça s'écrit Y2OTH. Ah oui, c'est pas. Ah oui, c'est. TH, c'est pas le youth. TH Nation, nation. NATION.com. Et bah, merci en tout cas, coach Larage, pour merci bien. ces informations. Merci à toi. Merci Alain. De rien. Merci.